Bonsoir à tous et bienvenue pour la suite de nos cycles de cours d'hypnologie. Bienvenue en particulier dans ce nouveau lieu. Alors on est très content de vous recevoir ici, c'est quelque chose de très nouveau pour nous. On a toujours eu envie de faire de l'Arche un endroit de rencontre, de partage. On a toujours eu envie de faire en particulier d'hypnologie un endroit de débat, d'échange de points de vue. Donc j'espère qu'avec ce nouveau lieu, l'espace que nous avons ici, nous allons pouvoir nous en donner à cœur joie sur ce sujet-là. Ce soir, on va travailler sur les a priori du mieux-être. On change un petit peu le format. Aujourd'hui, nous sommes dans l'innovation. C'est Yann Vervilliers qui va vous présenter ce module de cours pendant 3 cours. Ça fait longtemps, Yann et moi, qu'on prépare ce cours, qu'on travaille ensemble, qu'on échange. Alors, bien sûr, je dis que ça fait longtemps que lui et moi, on prépare ce cours, mais en fait, c'est lui qui a énormément planché sur ce sujet-là. Pour donner un peu le contexte, Yann est maître praticien de l'Arche, il est praticien en hypnose ericksonienne, il a aussi étudié dans d'autres écoles d'hypnose. Il est également formé en histoire, enseignant en histoire, et puis il y a d'autres compétences, instructeur d'arts martiaux, et puis d'autres choses que je tairai ici. Merci pour la... Voilà, ça fait quelque temps aussi que dans l'équipe hypnologie, on a envie de proposer à certains de nos maîtres praticiens qui sont assez proches en fait des cours d'hypnologie, de leur proposer de venir plancher sur des thèmes, de proposer des thèmes. Donc on va voir en fait comment ça résonne avec vous. On est toujours dans un espace de débat, donc on va prendre 1 heure de cours à chacun de ces 3 cours, et puis après on prendra 1 heure de questions-réponses dans lesquelles on interviendra. Yann et moi pour voir comment on peut synthétiser un petit peu toutes les réflexions qu'on a sur ces sujets, vos réflexions à vous, qu'est-ce qu'on peut en faire. On est plus sur de la réflexion que sur du dogme ou sur une pensée très arrêtée. Voilà, écoutez, je vais vous laisser avec Yann. Je vous demande s'il vous plaît, enfin du moins je vous invite à accueillir très gentiment Yann Vervilliers. Merci à vous, bonsoir. Un cours assez particulier qui fait une transition avec le dernier cours de Bernard Fries, ceux qui l'ont vu, où il parlait de l'importance du contexte. C'est un cours où j'ai tout particulièrement pensé à ceux qui sont en train de se former actuellement. J'ai vu qu'il y avait des formations là aujourd'hui et qui va me permettre de faire le lien avec les débuts de ma pratique en hypnose. Les a priori du mieux-être, le titre est peut-être étrange, mais vous allez voir que ça poursuit la réflexion entamée à hypnologie, notamment au niveau de la construction de la personnalité, du moi. On va voir qu'en fait le fait de penser, le fait de vouloir aller mieux, vouloir se sentir bien, c'est des choses qui n'étaient pas évidentes, qui n'ont pas existé de tout temps. On va parcourir tout ceci. Le cours est structuré en 3 parties. Les thèmes qui sont indiqués là dans la slide vont sans doute bouger. Ça va dépendre de l'interaction que nous aurons ensemble. Je vous invite à réserver vos questions, toutes vos questions, vos contradictions pour la fin du cours, parce qu'il y a vraiment tout un processus par lequel passer. Dans un premier temps, on va vérifier la manière dont nous concevons l'idée d'aller mieux, le mieux-être, l'idée d'accompagnement, l'idée... Et puis même, ça va être élargi au sens de coaching, au sens de thérapie. Donc, d'où parlons-nous? Qu'est-ce qui fait que nous allons un jour recevoir quelqu'un qui aura un objectif, aura une demande? D'où ça vient, cette histoire? Comment ça a pu prendre forme dans notre société? Donc, le premier cours est vraiment pour présenter le décor. Dans un deuxième temps, parlerons du malaise dans la culture du bien-être, du mieux-être. Selon certains auteurs, il faudrait même parler d'un syndrome du mieux-être. Et ce qui était assez fascinant en faisant ce cours, c'est de me rendre compte que les historiens, les sociologues, les économistes ont une culture psychanalytique, psychologique, largement plus développée que la plupart des personnes, et je me mets dedans, qui sont censées accompagner un être humain dans une relation d'accompagnement, de coaching ou thérapeutique. Enfin, dans un troisième temps, nous parlerons du mieux-être dans le sens des transferts culturels, et puis ce sera aussi une réflexion pour vous inviter à situer votre pratique par rapport au moment où vous allez accompagner des personnes qui viennent de contextes culturels, de contextes religieux différents. On essaiera d'aborder ça. Voilà. Le cours d'aujourd'hui. C'est une perspective
historique. Nous allons voir que, en fait, avant de penser l'idée d'un jeu, d'un moi, il a fallu beaucoup d'étapes. C'est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Et on verra que les présupposés de l'identité tels qu'ils ont été construits dans notre civilisation sont aussi à l'origine de certaines problématiques, de certains problèmes. On va revenir là-dessus. De certaines exigences aussi des individus. On insistera notamment sur les travaux d'un historien sociologue, Norbert Elias, qui a bien montré ce que c'était que cette notion d'individualisme. Ça permettra de faire des liens avec la psychanalyse, le courant jungien et toute l'industrie, et je pèse mes mots en parlant du mot industrie, du développement personnel. Ce cours d'ailleurs est venu d'une réflexion lorsque pour la première fois on m'a demandé de travailler en entreprise. Je sais qu'il y en a que ça intéresse et pour faire un petit peu le teasing, je présenterai la thèse de certains auteurs que je partage assez largement. L'idée d'un développement personnel et des techniques du mieux-être, de la sophrologie à la relaxation, en passant par l'hypnose aussi, qui ont pu être détournées de leur but premier, c'est-à-dire faire en sorte que nous allions mieux, pour aboutir à une entreprise de dressage social, de dressage des individus. Mon propos sera sourcé, bien sûr, et il n'y a aucun avis définitif. Je vous invite vraiment à réagir au moment des questions. Dans un troisième temps, nous parlerons d'une idée de l'école de Palo Alto, le syndrome d'utopie. Nous avons des personnes qui sont formées ici dans ce courant d'études. Ce sera une façon aussi de faire vraiment un lien immédiat avec vos pratiques, vos séances ou votre point de vue de personnes accompagnées aussi, de vous demander d'où vous partez lors d'un questionnement, lors d'une réflexion, lors d'une demande de mieux-être, d'aller mieux. Les sources, si vous voulez, on les commentera plutôt pendant les questions-réponses. Là, je ne les ai pas classés, c'est juste un aperçu. Vous avez un assortiment de philosophes, de penseurs de la question sociale et sociétale. Un livre essentiel de Freud sur lequel je m'appuie énormément, Le malaise dans la culture. Il date, mais c'est les réflexions qui proviennent de ce travail sont énormément prolongées aujourd'hui. D'ailleurs, une petite incise, je me posais la question récemment de savoir pourquoi aujourd'hui la psychanalyse, le courant psychanalytique est autant attaqué. Et dans la plupart des écoles d'hypnose où j'ai fait mes cours, heureusement, pas à l'Arche, le courant psychanalytique est extrêmement critiqué. Ça, je pense qu'au pire, tu couperas, hein, Cyril. Et je pense avoir trouvé les raisons. Je pense avoir trouvé en tout cas un certain nombre de raisons qui expliquent cela. On partira justement des points de vue de Freud et on verra que Freud, lui, il aimait l'hypnose. Il l'utilisait, il s'appuyait dessus et il ne faut certainement pas compartimenter nos pratiques. Il ne faut certainement pas non plus se couper des réflexions des sociologues, des historiens qui se posent la question du développement personnel, qui interrogent même l'origine et l'idée de certaines choses avec lesquelles nos clients peuvent venir, comme, vous savez, cette fameuse loi de l'attraction. Pense ce que tu veux être et ça va advenir. On va voir d'où ça vient, on va sourcer ces propos-là. En introduction donc, la notion de mieux-être. Indifféremment, vous verrez ici, j'emploierai bien-être, bonheur. Dans les contextes culturels, c'est assez interchangeable ces mots. On se posera cette question aussi de pourquoi un tel objet d'étude. Et puis, on va commencer à montrer un petit peu dans quelle direction vont tous ces a priori. Moi, j'aimerais démarrer par une petite anecdote. C'était une de mes toutes premières séances d'hypnose et ça a été ma première rencontre aussi avec une personne qui était accompagnée dans un autre courant thérapeutique. Moi, je sortais donc de l'Arche à l'époque et j'avais l'idée d'un inconscient bienveillant, multi-ressources, pourvu d'intentions positives. Et je me suis retrouvé face à quelqu'un qui pensait que son inconscient, c'était je vous cite entre guillemets, un moi jacasseur, une partie sombre d'elle qui cherchait à la détruire. Au bout d'une séance, cette personne s'est retrouvée sans réussir à rentrer dans ses anciennes phobies et au bout de 5 jours, elle a décidé, en accord avec la personne qui l'accompagnait, de les remettre car elle ne savait plus qui elle était. Je peux vous dire que ça a énormément gambergé. Je me suis demandé comment on pouvait en arriver là et effectivement, moi je partais d'un a priori et mon a priori a heurté le sien. Et ce cours est aussi une invitation à réfléchir à cette fameuse question
de l'écologie systémique. Quand on nous invite dans nos formations à prendre en compte toutes les conséquences positives ou négatives d'un changement, c'est intéressant aussi de pouvoir dézoomer, de pouvoir regarder les choses à l'échelle des groupes sociaux. Je vais revenir sur une petite citation amusante de l'école de Palo Alto. Donc on est en 1973 et découverte, une sorte de coup de théâtre, c'est raconté dans Changement, paradoxe et psychothérapie. Bien après, nous nous sommes rendus compte que cette systématisation de notre méthode plagiait les 4 nobles vérités du bouddhisme, à savoir de la souffrance, de l'origine de la souffrance, de l'arrêt de la souffrance et de la voie conduisant à l'arrêt de la souffrance. Il y a une réflexion qui court tout au long des siècles sur la souffrance humaine, sur la perception de cette souffrance. Que nous allions dans la Grèce antique, chez les socratiques, chez les sophistes, que nous passions par le courant stoïque de la Rome ou les réflexions des théologiens, des pères de l'Église, on va retomber sur des constantes, mais qui vont en permanence être recyclées, retransformées en fonction des contextes historiques. Le mieux-être, qu'est-ce que c'est ? Je suis parti de la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et ça appelle à plusieurs remarques. Donc, c'est ce que j'indique sur la slide. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Ça, c'est une dimension qui n'est pas forcément toujours mise en exergue. Et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Vous avez un philosophe, je ne sais pas comment le qualifier, si je crois que c'est un philosophe, qui parle, si vous connaissez, de petite poussette. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept de petite poussette. Vous trouverez assez facilement. Et finalement, petite poussette, donc c'est l'idéal à atteindre de notre société. C'est un être qui ne souffrira jamais de la faim, c'est un être qui est en bonne santé, c'est un être qui est bien avec son corps, qui aime son image et qui est libre dans ses relations. Ça rejoint cette idée d'un état de santé, pas simplement au sens du bien-être physique. Dans ce cours, ce sont des réflexions de Cyril, et je les avais notées scrupuleusement lorsqu'il m'en avait fait part. Nous verrons que lors d'une thérapie, il y a plusieurs choses qui se rencontrent. Les a priori d'un client, sa vision du changement, est-ce que ça va être rapide, est-ce que ça va être long, du thérapeute, de l'accompagnant, sa propre vision sur l'idée de ce que c'est que aller mieux, les a priori sur les techniques utilisées. Vous verrez parfois des personnes qui viendront dans votre cabinet en vous demandant où est-ce que je m'allonge. Ça montre aussi une forme de conditionnement et c'est pas juste anecdotique. Et puis des courants psychologiques ou thérapeutiques. Nous étudions les notions de partie agente, d'inconscient, de conscient. C'est plus ou moins personnifié. C'est Janet, donc un psychologue qui travaillait sur l'hypnose, qui justement mettait en avant l'idée au début du XXe siècle que la manière dont nous présentons notre travail va en quelque sorte, c'est pas son mot, je suis de mémoire, va designer la partie inconsciente avec laquelle nous allons travailler. D'où l'intérêt aussi d'étudier les différentes conceptions du mieux-être. Alors, d'où parlons-nous ? Vous savez, c'était cette question que l'on se posait lors des débats politiques au début du XXe siècle. D'où parles-tu, camarade ? C'était plutôt une idée de gauche. Mais c'est important aussi de situer d'où nous venons. La plupart des personnes qui étudient l'hypnose ericksonienne vont lire Erickson, mais c'est important aussi de voir comment les idées d'accompagnement thérapeutique ont pu traverser l'Atlantique et ont pu traverser aussi le temps. Donc, on se posera les questions suivantes. Quels ont été les modèles de bien-être dans le passé occidental ? On va vraiment se centrer sur l'Occident. Et puis surtout, ça c'est vraiment pour moi la chose la plus importante. Qu'est-ce que notre accompagnement dit du monde et de la société dans laquelle nous sommes ? Qu'est-ce que nous émanons en accompagnant, en prenant la posture de thérapeute ? Finalement, quelle vision de l'homme et de la société nous prolongeons, parfois inconsciemment, par nos approches. Voilà. Et on parlera justement des rapports sociaux et de la manière dont, en mettant l'accent sur l'accompagnement individuel, peut-être que nous avons favorisé aussi, et ce sera plus développé dans le deuxième cours, mais
petite remarque, peut-être que nous avons favorisé aussi l'abandon du champ collectif, l'abandon du champ politique, l'abandon sociétal. Et je faisais le cours en parcourant un petit peu, vous savez, la liste des best-sellers du développement personnel, et je tombais souvent sur une question qui est proposée souvent au lecteur ou lors de séminaires, une question qui montre la séparation entre le monde de l'accompagnement et du bien-être et puis la réalité sociologique, la réalité sociale, la réalité économique. Hein. Vous savez, cette fameuse question est si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu ferais ? Bah, je serais pas là, hein, voilà, je serais pas là, je me poserais pas ces questions, j'irais mieux. Vous verrez qu'il y a une notion de culpabilisation qui a été mise en avant par les sociologues, par des philosophes, notamment Christopher Lasch. Je pose ceci un peu comme une graine et on rediscutera ça et on observera tout ceci. Voilà. Et nous verrons qu'effectivement, dans les différentes approches, ça c'est la classification de Cyril Champagne, il y a globalement 2 voies de l'accompagnement au mieux-être. La voie qui cherche la performance, la réussite, l'idée de sublimer ses capacités, et puis la voie contemplative, la voie, on va dire, d'un retrait par rapport au monde. Première partie, le temps long du mieux-être. Je me suis amusé à mettre 2 images alors elles sont libres de droit, donc on peut les remettre dans les slides. La méditation, je vous parlerai du concept de MAC Mindfulness. C'est un concept développé outre-Atlantique, un peu repris par Fabrice Midal, pour ceux qui connaissent. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez le personnage qui est en train d'utiliser un marteau-piqueur dans son filon. Il est en train de réduire, de battre un record. On est en URSS, on est dans les années 30, c'est la période Stakhanov. Voilà. On verra que Stakhanov, c'est aussi un des modèles des techniques de management et de mieux-être. Quand vous ne pouvez pas payer les gens, eh bien, il faut trouver une façon de les motiver pour dépasser leurs objectifs. Petite remarque comme ça vous a jamais interrogé cette notion d'objectif, ceux qui ont travaillé notamment en entreprise, le mot en lui-même? Peut-être qu'on pourrait le questionner à un moment. Mais on va laisser ça un instant. Pour ceux qui voudront aller plus loin, c'est une remarque de Thierry Melchior qui parlait justement, vous savez, en hypnose. Donc Thierry Melchior est un hypnothérapeute, hein. C'est quelqu'un qui a fourni une réflexion abondante sur la posture du thérapeute et qui parlait, vous savez, du false memory syndrome et qui pointe du doigt, et c'est pour ça que je le mets en avant, l'idée que les traumas retrouvés en thérapie sont largement coproduits par le thérapeute et le patient, et il insiste, hein, dans un contexte culturel particulier. Et j'ai mis en exemple ceci, hein. Comme par hasard, les thérapeutes d'une école donnée retrouvent pratiquement toujours avec leurs patients ce que leur théorie de référence leur a appris à s'attendre à retrouver. Si vous cherchez des enfants blessés, perdus, si vous cherchez un moi ou un soi, je ne sais pas, il y a une proposition ici. Le faux jumeau. Le faux jumeau. Beaucoup de demandes. Cette semaine, moi, j'ai eu des entités dans la matrice suite à des avortements. Voilà. Donc, il y a une personne qui souffre de la présence d'entités. L'idée ne vient pas d'elle. L'idée vient d'un thérapeute qui fait de l'accompagnement physique et non pas mental. Bon, c'est important aussi de savoir à quoi on va se confronter, à quoi on se confronte. Ou une autre question, ça peut aussi s'interpénétrer avec des questions du type, mais est-ce que ce que vous proposez, ça ne va pas m'envoyer en enfer? Est-ce que différent. Et moi, je travaille dans un endroit de la banlieue parisienne où il y a une communauté afro-caribéenne très importante qui se pose ces questions et qui a d'autres instances que celles du médecin ou du psychologue pour s'orienter dans le chemin du bien-être. Bref. D'où ça vient tout ça, finalement? Les historiens parlent, vous savez, d'un temps long. Il y a le temps de l'événement, le temps du quotidien, le temps du moment clé, du climax. Et puis, vous avez surtout les structures longues qui structurent l'individu, la société. Si il avait fallu vous hypnotiser il y a une vingtaine de siècles, ça aurait été assez particulier. Il y aurait eu de la bave, il y aurait eu de l'agitation, il y aurait eu des vêtements arrachés. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte parce que nous définissons, nous, plutôt en tant qu'entité capable d'introspection. Donc, dans une première partie, nous allons voir comment nous sommes passés du
du nous au jeu, comment ça s'est construit. Ça a été très très long. Et puis nous verrons justement qu'il y a une rupture essentielle dans l'histoire, dans les temps longs, c'est la rupture des temps modernes, l'élargissement du monde, la première mondialisation, découverte des Amériques, l'arrivée des Byzantins suite à la chute de Constantinople qui vont apporter tout l'héritage des Grecs et qui vont faire vraiment fructifier la Renaissance italienne qui va ensuite se développer dans le reste de l'Europe. Et nous verrons que tout ceci a produit deux conceptions du bonheur assez opposées. Je me suis fondé là, sur cette partie-là sur deux auteurs qui ont été énormément commentés, deux évolutions. Je ne sais pas si vous les reconnaissez d'ailleurs, je n'ai pas mis les noms, les propositions. Donc à votre gauche, parce que je suis un peu dyslexique, Aristote, bien sûr, et puis à ses côtés, Rousseau, voilà, le rêveur solitaire. L'idée d'aller mieux ne se posait pas forcément autrefois. Là aujourd'hui on essaie de mesurer à des niveaux internationaux le bonheur. On a des indicateurs qui essayent de dépasser les indicateurs purement économiques. Vous avez par exemple l'indicateur du développement humain. Bon. Mais on se rend compte que ce genre de mesure du bien-être d'un individu, c'est peut-être aussi une façon de faire le lien, vous savez, dans certains accompagnements. Et là aujourd'hui, en termes de bonheur, à une échelle de 1 à 10, tu sais à combien ? C'est une idée qui est assez récente et qui aurait été impossible. L'idée de quantifier quelque chose qui se qualifiait, c'est très 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 récent. Et souvent le regard qu'on peut porter sur le passé, est en total anachronisme. Vous savez cette fameuse phrase « connais-toi toi-même » qui était posée, qui était gravée sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. C'était pas du tout une invitation à se connaître, à méditer, à réfléchir sur soi. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que ça a impliqué, mais ça a impliqué surtout de connaître ses limites, savoir sa place et en gros garder la tête froide, quoi, pas s'emballer si vous préférez. Ça n'a pas du tout la même signification. J'insiste là-dessus parce qu'on parlera justement des conflits dans la construction de la personnalité. Vous savez, la seconde topique freudienne, le moi, le ça et le surmoi, avec la manière dont la société de consommation, telle qu'elle a été décrite, a pu amener un certain nombre de perturbations. Alors si on remonte à Aristote, le bonheur, ce qu'il appelle le démonisme, c'est la vie bonne, et c'est une vie qui se construit en lien avec la société. C'est l'idée, on se sent bien quand on est inséré avec les autres, avec la cité, les citoyens. L'idée est de maximiser son action vertueuse dans le processus politique. Politique, je rappelle que c'est le mot qui a donné le mot politesse, policé, police, c'est le fait de vivre ensemble, tout simplement. Être heureux à l'époque, ça signifie être vertueux. Ce n'est pas forcément les demandes qu'on aura le plus souvent aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce qui fait peur aux gens, par exemple, moi je rêverais un jour de voir Aristote débarquer pendant un séminaire d'Anthony Robbins. Avec Anthony Robbins en train d'haranguer les foules en disant « Yes, you can do it !» Voilà, ce genre de choses. C'est intéressant, je ne suis pas en train de critiquer Anthony Robbins, c'est juste deux conceptions qui, si on les mettait face à face, Aristote, je pense qu'il aurait été assez interloqué. En plus, un de ses élèves, c'est un euphémisme bien sûr, Alexandre le Grand a largement atteint ce qui était la plus grande peur, la plus grande terreur d'Aristote, l'hubris, la démesure. Rappelez-vous, on ne voit plus trop ça parce que la mode des péplums est passée, sauf dans certaines catégories de la population. Mais rappelez-vous qu'au-dessus de l'impérator tenant, l'impérator c'était le général qui a triomphé, qui a remporté une victoire, il y avait toujours un esclave derrière lui qui lui susurrait en permanence une espèce de, comment on dit dans les sociétés asiatiques, un mantra, voilà, qui lui répétait sans arrêt « tu es mortel, tu es mortel, tu es mortel, tu es mortel ». Parce qu'il y avait toujours cette idée que la vie est brève.
Voilà. Chaque catégorie sociale y participait. L'idée d'enrichissement personnel était toujours tempérée par ce qu'on appelle, c'est un concept qui est complètement perdu de vue, l'évergétisme, c'est-à-dire les riches, autrefois, parce qu'ils réussissaient, se devaient à la cité, à la société. À Rome, ils allaient offrir des jeux du cirque, ils allaient offrir des spectacles, ça pouvait être aussi des distributions de blé, de pain. C'était impensable à cette époque d'être un riche sans avoir autour de soi un certain nombre de personnes qui allaient être vos dépendants. Ce sera d'ailleurs la matrice de la féodalité au Moyen-Âge. Nous, on aurait tendance à voir ça comme un lien de domination. C'est un peu plus compliqué, mais ça ne va pas être l'objet de ce cours. Les chrétiens arrivent. Saint Augustin s'est amusé, alors j'ai noté, il a dénombré dans la Cité de Dieu près de 300 opinions sur l'idée de bonheur. Il fait le lien entre la pensée antique et puis le Moyen-Âge qui s'annonce. Si on devait résumer, si on avait eu quelqu'un à cette époque-là qu'on aurait reçu, sûrement on l'aurait reçu en confession déjà. Nous aurions été... donc vous, mesdames, n'oubliez, vous n'auriez pas été thérapeute à l'époque, ou alors vous auriez risqué certaines foudres, puisqu'il y avait, vous savez, les bonnes femmes qui concoctaient des remèdes. Et à l'époque des réformes protestantes, elles ont illuminé un certain nombre de bûchers. C'est un autre a priori, justement. L'idée, pour le chrétien, pour faire vraiment un résumé extrême, c'est de faire son salut sur terre. C'est de préparer la vie dans l'autre monde. Et puis, il faut aussi remettre aussi en perspective par rapport à l'espérance de vie telle qu'elle était. Alors, c'est souvent exagéré, les chiffres de l'espérance de vie au Moyen-Âge. À Rome, on sait qu'en moyenne, chez un esclave, l'espérance de vie est de 19 ans. Chez un plébéien, c'est-à-dire le citoyen de base, 22-23 ans. Au Moyen-Âge, un enfant sur deux va mourir. C'est pour ça qu'on ne donne pas de nom aux enfants avant 1 an avant les baptêmes. C'est la période critique. Et donc effectivement, le rapport à la souffrance, le rapport à la mort, le rapport à la vie, le rapport au temps qui passe ne sont pas du tout les mêmes. Pour les PNListes et les hypnotiseurs, les hypnothérapeutes, si vous aviez été face à un personnage on va dire du Moyen-Âge, de l'an 1000 par exemple, et que vous lui demandiez quelle était sa vision du temps, vous savez, il y a cette fameuse ligne du temps, comment on situe dans l'espace l'idée d'un passé, d'un présent et d'un avenir, il aurait été incapable de vous répondre. Les premiers croisés en 1099 qui ont entre guillemets, délivré Jérusalem, massacrer tout le monde au passage, pensaient tomber sur les bourreaux du Christ. Il n'y avait pas cette notion d'une continuité. Si on avait l'idée d'une ligne du temps, était impossible. Le temps était immobile, posé. Quand vous regardez des tableaux du Moyen-Âge, vous verrez que le Christ est représenté avec des costumes de l'époque contemporaine de l'artiste qui a représenté les choses. Et donc, déjà, nous sommes dans un rapport où la temporalité existe. Nous pouvons émettre l'idée d'un objectif à atteindre avec des étapes. En Asie, en Europe, globalement, jusqu'à la Renaissance, c'est l'idée d'un permanent retour sur soi, d'un permanent retour à l'origine. Finalement, les chrétiens comparent leur situation à l'idée de l'Éden, d'un paradis perdu. Donc tout ce qui vient après, finalement, si on peut le rendre au minimum un peu plus supportable, c'est pas grave, de toute façon, le paradis n'est pas de ce monde. Les temps modernes. Eh bien, changement de paradigme. On peut s'appuyer sur Jean-Jacques Rousseau. Dans les rêveries du promeneur solitaire, Rousseau décale complètement le point de vue aristotélicien quant à l'idée de bonheur. Donc déjà, il intègre dans une perspective non religieuse l'idée d'une âme, l'idée d'une instance séparée de l'esprit. Et pour lui, l'idée justement du mieux-être, ce serait un moment où le présent dure toujours. Un moment sans sentiment de privation ni de jouissance. C'est une sorte de stase, c'est une sorte d'entre-deux, d'instant suspendu. Je vais juste lire la fin de ce passage qui est très important. De quoi jouit-on dans une pareille situation ? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Je ne sais pas si vous pouvez faire des liens avec certains courants spiritualistes actuels.
Globalement, les sociologues et les philosophes, dans ce développement d'une idée du bien-être, vont relever deux conceptions potentiellement opposées qu'on va retrouver un petit peu en permanence depuis Rousseau. Premièrement, l'idée qu'il faudrait réussir à exprimer un moi authentique. Nous sommes invités à être l'être que nous sommes véritablement, profondément. Et nous avons des facettes positives dans notre personnalité, il nous faut les sublimer. Pour trouver ces formulations, j'ai repris les travaux de Sederstrom et Spicer dans leur livre Le syndrome du bien-être. Donc vraiment, première idée, c'est l'idée de savoir qui on est. Finalement, on va partir de Montaigne, de Pascal, qui consigne ses pensées, et on va chercher à savoir qui nous sommes. Parce qu'au fond, à travers toutes les couches imposées par la société, il y a notre être véritable. Il est là dans vos cœurs, il attend d'éclore et d'émerger, il est là. Il y a une deuxième option, c'est nous évader, fuir un quotidien insatisfaisant. Et finalement, selon Rousseau, le bonheur c'est soi, mais le malheur c'est les autres. Ces rêveries du promeneur solitaire se font dans un lieu coupé de la civilisation. Quelque part, Rousseau annonce le courant romantique. Romantique, vous savez, c'est pas juste la Saint-Valentin, une rose, des bougies. Non, c'est l'idée de se laisser traverser par les passions de l'âme, par les émotions. C'est un courant qui va avoir énormément d'influence à la suite d'un certain Anton Mesmer, pour situer les choses. Remarque importante de Pascal Bruckner dans l'Euphorie perpétuelle, qui compare la perspective chrétienne du bonheur à celle de nos sociétés en voie de sécularisation, en voie de laïcisation. La visée laïque du bonheur a pour exigence que celui-ci advienne sans délai. C'est maintenant que nous devons réaliser, que nous devons créer notre paradis, notre mieux-être. Ça ira très loin dans la vision historique des marxistes qui veulent éliminer les classes dominantes pour pouvoir réaliser ce qu'ils appelaient leur projet de fin de l'histoire. Ça rejoint Rousseau, à un moment donné le temps va s'arrêter pour que nous puissions être nous-mêmes, débarrassés de toute contrainte. Petit aparté, je ne sais pas si vous connaissez Robert Nozick, dans un livre qui s'appelle Anarchie, État et Utopie, il propose à différentes personnes de tester deux options. C'est quelque chose qui pourrait se faire en auto-hypnose, on n'aurait pas le temps forcément ce soir, mais l'idée ce serait, tout le monde connaît le film Matrix, et à un moment donné on a un personnage qui choisit de retourner dans la matrice. Désolé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage, c'est dans le premier opus de cette trilogie. Il y a un personnage qui choisit de retourner dans la matrice tant qu'on lui fait un scénario où en fait il s'en fiche de savoir s'il vit vraiment, s'il est nourri par les cadavres des autres humains qui sont recyclés. Il s'en fiche, il veut avoir l'illusion de vivre une vie riche, en étant une célébrité, en étant finalement la concrétisation du self-made man américain, du Rockefeller. Finalement, Pascal Bruckner, Robert Nozick et d'autres se demandent si, dans cette idée de mieux-être et de recherche du bonheur, s'il n'y a pas aussi cette idée d'évacuer ce que nous pourrions appeler de la vérité sociale, la vérité sociologique. C'est quelque chose que je vous invite à considérer en ces temps d'ubérisation, en ces temps de triomphe d'une économie néolibérale de plus en plus dérégulée. Alors, je suis en train de... Attention, je n'ai pas d'opinion politique économique à proposer, mais les personnes que nous accompagnons, notamment dans tout ce qui va être accompagnement de la souffrance au travail, ont intériorisé malgré eux, et il y a beaucoup de philosophes comme Castoriadis, comme Michéa pour la gauche, ou Raymond Aron avant pour la droite, qui ont invité justement chaque citoyen de notre société à questionner le vocabulaire que nous employons, à questionner nos présupposés. Je pense que ça peut être intéressant aussi de faire le lien avec les autres sciences sociales. Parce que le cadre, le petit théâtre, pour reprendre les mots d'Anton Burr, de l'hypnose, n'est pas fermé.
n'est pas coupé des réalités sociales. Bref, l'idée, vous préférez vivre le monde, dépasser le voile de l'illusion, ou vous préférez retourner dans la matrice et profiter du confort et ce genre de choses. Moi, je ne sais pas ce que je répondrais, hein, ça dépend du jour, personnellement. J'aurais peut-être pas suivi Morpheus, moi. Voilà. Nous allons donc passer dans la première partie du cours à l'apport des Lumières et aux transformations issues de la révolution industrielle. Alors, l'organisation sociale du Moyen-Âge va être énormément bousculée à tous les niveaux pendant à peu près 3 siècles, hein, de la chute de Constantinople à l'apparition de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. La vision du monde change, le monde n'a plus pour centre la Terre, passons dans la conception héliocentrique. Kant proclame le triomphe de la raison et le courage de te servir de ton entendement. Entendement, c'est au sens de l'intelligence et du rapport au monde. Les référentiels changent. L'Église n'est plus la seule source qui dispense les traitements. Quelque part, hein. C'était les clercs qui s'occupaient des hospices, qui pratiquaient justement les exorcismes aussi. Des nouvelles valeurs émergent, et ça c'est important de le signaler ici, dans le sillage de l'idée des Lumières, et presque à l'insu finalement des philosophes des Lumières. La valeur travail, je vous rappelle que le travail était perçu autrefois comme une malédiction. Alors, rappelez-vous, l'étymologie, elle est connue maintenant, elle a été commentée. Hein. Le tripalium, c'était un instrument de torture dans la Rome républicaine. Le travail, c'était quelque chose qu'on cherchait à éviter. On préférait concevoir sa vie comme l'idée d'une œuvre. L'idée d'œuvrer et l'idée de travailler étaient vraiment très séparées. Alors aujourd'hui, quand on parle d'un travail sur soi, ça aurait pu créer énormément de confusion. On parlera de ça. Et justement, dans le sillage du libéralisme politique, séparation des pouvoirs par Montesquieu, dans l'esprit des lois, l'idée de rechercher sous une forme raisonnable un équilibre entre les différentes couches de la société, il va y avoir aussi un libéralisme économique, une nouvelle éthique, et les valeurs aristocratiques, d'honneur, de recherche, de l'exploit, du haut geste, vont être remplacées par les valeurs de la classe marchande entrepreneuriale. L'idée du bonheur va être perçue tout à fait différemment. Il va y avoir un nouveau critère de détermination de ce qui est bien, de ce qui est mal, des valeurs de la société. L'utilité sociale. Petit intermède sur les théories de la maladie avant Mesmer, justement, avant le phénomène de l'hypnotisme, avant toutes les florescences des académies de sciences et de médecine du XVIIIe siècle. Je vous ai divisé ça en 2 parties. Autrefois, donc, il y avait une théorie de la maladie. Les êtres humains du passé n'étaient pas forcément conscients de leur conscience. Ça va être un peu compliqué dit comme ceci, mais en gros, quand ça n'allait pas, on ne disait pas « je vais mal ». On allait plutôt se sentir traversé, voire pénétré par quelque chose. Il y a un livre qui est absolument essentiel pour tous les amoureux de l'accompagnement hypnotique ou pas hypnotique, c'est l'histoire de la découverte de l'inconscient de Hélène Berger. Je ne sais pas si je le prononce bien, ou Hélène Berger. Donc là, j'ai extrait ses recherches, hein, j'ai juste synthétisé ce qu'il propose comme travail. Globalement, quand ça n'allait pas, que vous soyez saisi de fièvre ou de mélancolie, hein, c'est une maladie qui a quasiment disparu, on pensait qu'il y avait un objet maladie qui vous avait pénétré, qui s'était frayé un chemin dans votre fort intérieur. Deuxième option, vous aviez peut-être perdu votre âme, et c'est aussi une façon de procéder qu'on va retrouver dans le chamanisme. Ou alors vous étiez complètement sous possession démoniaque, voire vous aviez transgressé une règle, un tabou. Par exemple, vous êtes une femme rousse et vous avez vos règles et vous vous êtes approché du cellier dans lequel on conserve le lard fumé pour l'hiver, vous allez amener le mauvais œil sur le village.
Ça, c'est la violation d'un tabou. C'est encore valable jusqu'au XIXe siècle en Bourgogne. Vous avez des ethnographes qui se sont amusés à recenser ce genre de choses. Donc l'idée, à cette époque, les techniques du mieux-être consistaient à extraire. Et notamment, il y avait un mal au XVIIe et au XVIIIe siècle qui s'appelait le mal des ardents. Les gens les convulsaient, ils avaient l'impression de brûler, et on leur jetait de l'eau bénite, on demandait à Satan de se retirer. Et les gens allaient mieux. Et ça allait tellement loin, ce genre de choses, qu'on a même des récits de maladies de peau qui ont changé. Alors c'était Pierre Janet qui s'amusait à faire ce constat en commentant entre guillemets, l'effet placebo. Bon, il n'emploie pas ce mot, lui. Des miracles à Lourdes. Il disait, Dieu fait des miracles, toujours les mêmes. Il n'y a pas de jambes qui repoussent, il n'y a pas de bras qui repoussent, mais ce que nous on appellerait psychosomatique était déjà dans le champ d'études des philosophes du XVIIIe siècle qui font déjà ces remarques-là. Alors de nous à jeu, qui dit jeu? Premier aperçu, parce qu'on va voir, ce sera vraiment le deuxième cours, on va voir que dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au monde, dans notre bien-être, dans l'entreprise, dans la famille, dans les différents contextes de vie, si on ne questionne pas cette question du moi, du jeu, ou du soi jungien, on risque d'aboutir à des quiproquos. L'acte de penser, avant le XVIe, le XVIIIe siècle, n'allait pas de soi. Comment dire, un sujet au Moyen-Âge ne se définissait pas par ses pensées. On aurait pu dire, en fait, j'ai lu cette expression, je crois que c'est chez Norbert Elias, aujourd'hui les gens pensent, on aurait dit à l'époque que c'était les pensées qui jantaient. Vous voyez le renversement. Les pensées traversées. C'est pour ça que vous aviez des phénomènes comme les guérisons miraculeuses, les épiphanies. Vous savez, les épiphanies, c'est lorsqu'il y a une apparition miraculeuse. C'est à Rome, Jupiter apparaît, et il apparaît vraiment aux gens. En France, nous avions, après l'institution du sacre pour les rois, sacré à Reims, nous avions les pouvoirs thaumaturgiques, c'est-à-dire que les gens étaient persuadés de ceci. Le roi te touche, Dieu te guérit. Et nous avons quantité de témoignages de différentes sources qui attestent effectivement que ce qu'on appelait les écrouelles, c'est-à-dire des maladies de peau, je ne sais pas à quoi ça correspondrait exactement aujourd'hui, connaissaient des phases de régression, voire disparaissaient suite à cette idée-là. La notion jungienne d'inconscient collectif aurait peut-être encore plus de force à ces époques. Et puis il y a Descartes, dans sa deuxième méditation métaphysique, qui fait ce constat. Il dit ceci, je tiens pour constant cette proposition, je suis, j'existe, et nécessairement vrai, toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Ça nous paraît évident, nous. Ça ne l'est pas, et je me suis même amusé à mettre un portrait de Descartes juste en dessous, parce que l'idée de portrait, l'idée de se voir, va avoir un impact sur la construction mentale de chaque être humain. Pendant l'Antiquité, il n'y a quasiment pas de miroir. On a des pièces en bronze poli, mais qui vont proposer un vague reflet assez indistinct. Les gens ne savent pas, la plupart des gens vont grandir sans savoir à quoi ils ressemblent. Ils ne savent pas. On les voit, mais eux ne se voient pas. Je me demande comment ils auraient conçu les problèmes d'anorexie, de boulimie, de dysmorphophobie, ce genre de choses à cette époque. Je n'ai pas trouvé de traces de ce genre de problématiques que nous avons aujourd'hui. En se pensant en jeu, il y a un détachement de la structure sociale du nous. Alors, il y a beaucoup d'infos et pour nous amuser un petit peu, j'ai préparé un petit quiz sur quelques a priori hérités du passé. Si vous connaissez déjà la réponse, laissez réfléchir les autres, sinon c'est pas amusant. Première question. À quel auteur doit-on l'expression « travail sur soi » ? Vous laissez réfléchir. Qui serait à l'origine de l'idée de sortir de sa zone de confort ? Imaginez-moi avec les yeux bleus, les bras tout maigres, les cheveux en brosse, en train de dire « Il faut faire quelque chose de différent tous les jours, tu peux le faire !» Puis j'y crois, puis il y a une musique derrière, il y a des paysages, il y a la mer, il y a l'océan.
Voilà, sortir de sa zone de confort. C'est des choses qu'on m'a... moi, j'ai travaillé personnellement sur un deuil. Et je me suis retrouvé face un jour à quelqu'un qui m'a dit « il faut sortir de sa zone de confort ». Moi, j'avais envie juste de le sortir par la fenêtre, ce type, mais c'est très personnel et j'étais dans l'émotion et il faut gérer ses émotions. Tiens, on aurait pu d'ailleurs trouver l'origine de cette idée. Gérer vos émotions, oui. C'est très demandé en entreprise pour faire du team building, pour créer un esprit de corps, ce genre de choses. Quelque chose aussi, ça c'est tout à fait personnel, qui me choque parfois quand on regarde ce qui se passe sur certains forums d'hypnose, cette idée qu'il faudrait recevoir uniquement des patients, des clients, qui sont à 8 ou 9 ou 10 sur 10 de motivation. Et il y a une expression historique qui a été extrêmement commentée par les psychanalystes, notamment certains qui ont survécu, cités en bibliographie, aux événements malheureux politiques en Argentine dans les années 70. Si ça vous dit quelque chose. D'où vient cette expression? Est-ce que quelqu'un sait d'où vient cette expression? Le triomphe de la volonté, qui est lié à un certain nombre de pratiques qui visent à se programmer soi-même, à utiliser des affirmations positives. Une idée? Ça ressemble un peu à Nietzsche. Mais c'est du détournement du Nietzsche, ouais. Mais l'héritage de Nietzsche, notamment, je ne sais plus si c'est par sa sœur ou sa belle-sœur, sa sœur, qui a tronqué ses œuvres, a inspiré certains personnages politiques fameux dans les années 30 et 40. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une idée pour l'expression « travail sur soi » ? D'où ça viendrait? Travail sur soi, il faut travailler sur soi. On est au début du XXe siècle. Non? L'idée de sortir de sa zone de confort. J'ai vraiment fait une recherche de cette expression. Je ne suis pas parvenu à remonter plus loin que les années 30. Pendant les suites de la crise du crash de Wall Street, 24 octobre 1929. Des propositions? Pour une ou l'autre? Non? Tant pis. Gurdjieff, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Oui, il y en a qui connaissent. C'est une des sources du New Age. On va beaucoup en parler pendant le second cours. C'est un auteur lié à l'occultisme. Je vous laisse méditer là-dessus. Le travail sur soi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du tout anodin. Je sortirai les textes la prochaine fois. Si vous parlez de travail sur soi selon l'optique de Gurdjieff, vous allez faire fuir tout le monde de votre cabinet. Mais l'expression est restée. Sortir de sa zone de confort. Un personnage que j'aime beaucoup personnellement, Eleanor Roosevelt, c'est la femme de Roosevelt, le président qui va justement lancer l'effort de guerre américain pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est à l'origine aussi de la politique du New Deal, avec cette idée, vous devez faire une chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Tous les jours, il faudrait faire quelque chose comme ça. Sauf qu'elle est en train de parler d'une civilisation presque, d'une société qui s'était fondée sur le crédit, sur la séparation entre le capitalisme, les avoirs boursiers et le réel économique. Et qu'elle est en train de dire à tout un tas de personnes qui pensaient pouvoir asseoir leur retraite ou leur niveau de vie sur la spéculation, qu'il va falloir faire autre chose, tout simplement. On est en train de parler d'adaptation matérielle au monde du travail. En 1929, il y a un crash terrible, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui se retrouvent à la rue. Il va falloir relancer l'économie par des moyens concrets, réels. Et puis en plus, il y a la Deuxième Guerre mondiale qui se profile. Et donc on a plus besoin d'avoir des cols bleus que des cols blancs. C'est-à-dire des gens qui passent dans le secteur manufacturier que dans le secteur tertiaire. Cette idée de sortir de sa zone de confort ne s'interprète pas de la même manière aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas si dans les grands noms du coaching youtubesque actuellement, s'il y en a un seul qui a défini ce que c'était que cette notion-là. Et puis, le triomphe de la volonté, couleur saisissante. Voilà. C'est le titre d'un film de propagande des années 30. Alors la volonté, bien sûr, c'est pas ce qui est intéressant dans les totalitarismes hitlériens, staliniens, mussoliniens des années 30 et 40, c'est que justement cette notion d'individu est combattue totalement.
Le totalitarisme, hein, c'est une forme de dictature qui vise à contrôler la vie d'un individu dans tous ses aspects, dans sa pensée intime, qui vise à le conditionner, qui vise presque à réaliser le projet d'un philosophe utilitariste. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du panoptique de Bentham. Hein, voilà, c'est la prison dans laquelle on a tellement... bon, je fais un petit point là-dessus, mais l'idée... Ah, Cyril. L'idée, c'est qu'il faudrait créer les conditions sociales pour que chaque être humain puisse intérioriser les normes sociales, sans avoir besoin de le contrôler, qu'il se contrôle lui-même. Bon, là, je vous renvoie à toutes les réflexions 1984, hein, Big Brother is watching you, ce genre de choses. On en reparlera un petit peu dans le deuxième cours. Bon, là, c'était petit aparté culturel, historique. Deuxième partie, le temps de l'individu. Bon, petit jeu de mots pour ceux qui aiment Jung. You are talking to me. Le type est devant un miroir. Ça peut appeler à différents commentaires. Vous connaissez la référence. Nous allons parler justement de l'individualisme, de ce que ça change dans les rapports humains, dans les rapports sociaux, et puis de ce que ça nous amène à considérer dans notre façon d'accompagner nous aussi. Alors, bouleversement gigantesque après la Révolution française, après la proclamation des droits de l'homme. Le monde change, le monde s'étend. Les campagnes se vident lors de l'exode rural sur quelques décennies. C'est un mouvement d'accélération tel que la civilisation n'en a jamais connu. Il faut tout réinventer. Les cadres de pensée, les notions de bien, de mal, de juste, de vrai, de faux, le rapport au travail. On passe par une époque où il est normal et licite de faire travailler les enfants. 5 ans, 6 ans. Ils ont des petits doigts, hein, vous savez, pour tout ce qui va être industrie du textile. C'est une époque aussi où la science s'affirme et se structure, en opposition souvent avec les formes de religiosité. Celles-ci vont demeurer, il va même parfois y avoir des confluences entre religiosité, entre le scientisme, le positivisme d'Auguste Comte. C'est une des matrices notamment du New Age. C'est un fond la société est traversée par des luttes sociales, par des luttes idéologiques, avec un point culminant en France, notamment avec les lois du Front populaire en 1936 qui montrent une certaine conception de l'individu. L'individu a le droit de reprendre son temps, l'individu a le droit d'avoir accès à l'éducation, l'individu a le droit à des augmentations matérielles. La société est invitée à redistribuer les richesses. Ça, ce sont les conceptions du mieux-être en Europe. On verra que ce n'est pas les mêmes aux États-Unis. Et on verra qu'avec le développement de l'industrie, je pèse mes mots, du management, on va avoir des conceptions qui s'entrechoquent. Je vous invite notamment à prendre en considération tout ce débat américain aujourd'hui sur l'Obamacare en train d'être dissous. Alors, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, ça on s'en fiche, mais d'observer comment la matrice conceptuelle américaine met en avant une idée, un proverbe du 19e siècle, hein, « Aide-toi, le ciel t'aidera », le principe de responsabilité. Et cette responsabilisation, c'est pas quelque chose... il faut responsabiliser les personnes que nous accompagnons. Ça veut dire quoi, responsabiliser? Qu'est-ce que ça implique? Si vous vous formez aux États-Unis, si vous vous formez sur certains courants, type PNListe, méthode shoot, ce genre de choses, et que vous proposez ça dans un contexte plus latin, Europe du Sud, Europe de l'Ouest, il peut y avoir des interférences. Voilà. Et dans cet âge d'or de l'industrie, hein, c'est au 19e siècle qu'il y a eu la plus grande concentration de richesses. C'est le moment où des Rockefeller, des Carnegie, des grands noms qui sont même presque devenus des noms communs, que va se structurer cet idéal d'une perfection de soi, d'un plein déploiement de ses potentiels. Alors, cette slide m'a coûté beaucoup d'efforts. Parce que j'ai essayé de vous résumer, point de vue des historiens,
Et c'est très intéressant, en fait, je ne m'en étais pas rendu compte pendant mes études, mais il y a énormément d'historiens qui ont parfaitement intégré les notions de moi, de ça, de surmoi, d'instance et de topiques freudiennes. L'individu prend peu à peu forme, et cet individu, pour faire très simple, je vous inviterai ensuite à lire par vous-même la petite slide, l'individu revendique des droits. Vous vous rappelez-vous, dans la Déclaration d'indépendance américaine, le droit au bonheur est revendiqué, il est affirmé. Il va y avoir des Européens, des Français qui vont traverser l'Atlantique pour cet idéal. Ce qui est important de savoir, c'est que l'individu se définit par des droits, le droit de s'exprimer, le droit de choisir ses croyances, mais aussi un droit à la propriété, à la possession. C'est là que le bas va blesser. On va développer ça un petit peu après. Alors justement, dans cet individu, parce que autrefois, donc pour résumer, pour reprendre, l'être humain va se définir dans un rapport d'appartenance aux autres prioritairement. Le pire châtiment, par exemple dans la Grèce antique, c'est ce qu'on appelle l'ostracisme. C'est même pire que la mort. On va vous exclure, on va vous jeter, on va vous rejeter de la cité. Ce qui fait que vous êtes dépouillé de votre statut juridique de citoyen, de votre individualité insérée au milieu de la cité, et vous devenez donc une cible, vous devenez une proie pour n'importe qui d'autre. On a le droit de porter la main sur vous. Vous n'avez plus le droit de rien posséder. L'individu ensuite se définit par rapport à lui-même. Il est même invité à chercher sa vérité. Jung a énormément développé le processus d'individuation. Alors, il n'est pas l'auteur de ce concept. Hein. Il y a une réflexion qui court d'Avicenne à Leibniz. L'individuation, ce sont deux choses. C'est d'abord la prise de conscience qu'on est distinct et différent des autres. Et Jung dit d'ailleurs que c'est un des buts de l'âge adulte. Hein. Et pour arriver à cette idée de devenir un individu, de devenir soi, d'être soi-même, il va falloir se libérer des tensions névrotiques de l'éducation. Et là, sont directement pointés du doigt la famille, la société, les cultes, les religions, les institutions. Comment les personnes que nous accompagnons se définissent justement dans ce réseau? Moi, les autres, mon problème il vient d'où? C'est la faute à qui? C'est des choses aussi à prendre en compte. Je pense que c'est plus en systémique d'ailleurs que ces questions ont été fouillées. Là, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Le développement personnel comme institution de l'individualité. L'expression est de Nicolas Marquis. C'est un sociologue qui a écrit un livre qui recense toutes les formes possibles et imaginables dans le monde de l'édition, pour commencer, de recettes et de types d'ouvrages proposés pour aller mieux, se sentir mieux, dépasser ses limites, atteindre ses objectifs. Et le titre de son livre est une invitation à réfléchir justement à cette question du bien-être au marché du malaise. A priori, normalement, ces deux notions ne devraient pas être corrélées. Très souvent, nous rencontrons des personnes qui ont déjà absorbé un certain nombre de présupposés du monde du développement personnel. On va voir ce que c'est d'ailleurs ce développement personnel, de quoi il se nourrit et dans quelle direction il se déploie et vers quoi il invite les personnes qui entrent dans une démarche de développement personnel. Vous verrez aussi qu'il y a de plus en plus de thérapeutes établis, de psychologues qui vont utiliser des techniques du développement personnel. Quand nous allons avoir des personnes que nous accompagnons, des clients, des patients qui circulent d'un praticien, d'un type de pratique à une autre, et qui vont vous raconter aussi comment ils ont déjà travaillé, ce qu'ils ont déjà fait. Les travails de respiration, des techniques issues du rebirth sont utilisées par des psychologues. Je ne sais pas si c'est des personnes si c'est des praticiens qui ont ajouté par eux-mêmes ou si ça fait partie des cursus. On pourra en parler d'ailleurs tout à l'heure parce qu'il y en a qui étudient ce genre de choses. Le développement personnel,
c'est un ensemble de méthodes, c'est un ensemble de courants qui cherchent à améliorer la qualité de vie, qui cherchent en fait à aider les personnes qui rentrent dans une démarche de développement personnel à réaliser leurs rêves, tout simplement. Ce qui est très étonnant, c'est que lorsque j'ai fait cette recherche, c'est que je me suis rendu compte que même au sein de l'Organisation internationale du travail, sont mises en avant des méthodes de développement personnel. Ça va de la méthode Coué à des techniques de respiration. Ça fait partie du bagage, de l'encadrant, ça fait partie de l'univers de l'entreprise. Et les applications de ce monde du développement personnel vont du champ d'action thérapeutique, dépassement des phobies, des malaises, des gênes sociales, à l'idée d'être des êtres beaucoup plus productifs. Ce développement personnel, n'aurait pas pu naître, cette idée d'un développement personnel, d'un développement de la personnalité, d'un développement des fonctions de l'être, n'aurait pas pu naître hors de notre société occidentale. Là-dessus, je suis très ferme là-dessus. Déjà, c'est ce que je vous indique sur les colonnes de gauche, il y a eu une mutation des systèmes de travail avec ce qu'on a appelé l'OST, l'Organisation scientifique du travail, le Taylorofordisme, ou plus tard le Just-in-Time, ce qu'aujourd'hui on va appeler la flexibilité, qui est parfois brocardée sous l'appellation d'ubérisation. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, comment ça a fonctionné le travail en usine, mais l'idée c'était de rendre chaque être humain plus productif. Un ingénieur du nom de Taylor propose ce qu'il appelle une organisation scientifique du travail. Alors, de scientifique, il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a juste un contremaître qui tient un chronomètre et puis qui mesure les temps de pause, la capacité effective à réaliser un certain nombre de tâches. C'est un système qui va permettre de séquencer le travail, ce que les marxistes et communistes vont appeler ensuite, plus tard, l'aliénation. C'est-à-dire qu'on va rendre étranger à son propre travail, à sa propre œuvre, chaque travailleur. Si on n'a pas ces notions justement d'un travail rendu absurde, parce qu'on n'en voit pas les finalités, parce que, comment on appelle ça aujourd'hui, les bullshit jobs justement dans le monde du tertiaire, si on ne voit pas d'où ça vient et l'idéologie qu'il y a derrière, peut-être qu'on passe aussi à côté de quelque chose. Ford rajoutera le travail à la chaîne, c'est-à-dire qu'il y a une cadence. Tout à l'heure, je mettais en exergue l'image du film Modern Times de Chaplin. Regardez comment justement le personnage de Chaplin qui travaille à l'usine finit par craquer, il rentre chez lui, il reproduit toujours les mêmes gestes. Dans le contexte collectif d'un travail sur Terre qui visait à préparer le paradis, à faire son salut, chacun avait sa place et chacun savait quelle était la finalité de son travail. Même les riches étaient invités à contribuer à l'œuvre commune. Là aujourd'hui, vous allez rencontrer tout un tas de personnes qui vont vous dire le travail que je fais, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je travaille dans le milieu scolaire et on presse de plus en plus les collégiens, dès la 5e, dès la 4e, de préparer leurs projets personnels. En gros, on leur dit, pour paraphraser un langage PNListe, quel est ton objectif ? C'est un peu compliqué et on leur demande d'y réfléchir selon les critères d'efficacité. Rappelez-vous toutes ces idées qui cherchent à définir un objectif séquencé, qu'on va atteindre par étapes, d'une manière assez linéaire. D'où ça vient cette idée ? Est-ce que ça aurait pu être concevable dans une société qui ne concevait pas le travail manufacturé, industriel, séquencé, séparé ? C'est une question, je n'ai pas la réponse. Je proposerai quand même les aperçus de certains auteurs sur cette idée-là. Dans la deuxième source du développement personnel, les mouvements spiritualistes en lien avec le scientisme. On en parlera un petit peu après. Il y a le retour de la gnose. La gnose, pour faire simple, c'est une idéologie qui consiste à dire que nous vivons dans un monde qui a été créé par le mal, le démiurge. Les cathares qui ont été brûlés au Moyen-Âge ont été les tenants de cette idéologie. En gros, le monde est méchant, il faut se libérer.
du monde. Je vous fais une grosse caricature, hein, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais pas tant que ça, en fait. Début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, on va avoir un certain nombre de mouvements, la théosophie, le mouvement spirit, certaines sources du mouvement New Age, qui vont mettre en avant un certain nombre d'idées motrices du développement personnel. La loi de l'attraction, par exemple, communiquer avec les dimensions supérieures de son être. Bon, on fera un petit peu la recension de tout ceci. Quelque part, c'est une forme de réaction justement au monde déshumanisé de l'industrie. C'est une forme de réaction au désenchantement du monde, pour reprendre une formule célèbre. Et puis, dans le développement personnel, eh bien, il y a des apports de différents courants psychologiques. Jung en premier, Adler qui va définir ce qu'on va appeler le style de vie. Voilà. Si vous n'écouterez plus jamais des chansons de rap de la même manière. Le sous-titre de la méthode Coué, c'est la maîtrise de soi-même. Hein. Puis tout le courant de la psychologie humaniste, de la pensée positive, ce sont des choses qui ont infusé justement ce que certains auteurs appellent la science du management. D'autres disent l'idéologie. Alors justement, on va zoomer un petit peu sur ce qui se passe dans l'utilisation du développement personnel et du monde de l'entreprise. C'était Lacan qui avait cette formule en parlant justement du détournement des concepts psychologiques, psychanalytiques de leur fonction dans le monde de l'entreprise. Il parlait des managers de l'âme. Et une sociologue, Valérie Brunel, va en faire un livre. Elle distingue un certain nombre d'orientations, d'axes dans l'idée d'aller mieux, l'idée de mieux être. D'abord 2 axes. Le mieux-être, c'est le fait de se sentir mieux, d'aller bien, de passer d'un état émotionnel à un autre. Et puis il y a un 2e axe, c'est la quête d'efficacité. Pour elle, le développement personnel, ça se passe en 3 temps principaux. Et donc je vous ai mis les 3 étapes et puis un certain nombre de titres, j'ai enlevé les auteurs, de best-sellers du monde du développement personnel qui correspondent en quelque sorte à ces différentes étapes. Dans un premier temps, nous sommes invités à nous connaître. Donc vous allez avoir des titres de livres du type Apprendre à devenir soi-même, Qui je suis, où je vais. Je ne sais pas si vous voulez. Vous aurez beaucoup de personnes dans vos cabinets ou dans vos démarches qui auront pratiqué, qui auront entendu ou qui auront lu ce genre de livre, qui vous en parleront aussi, qui vous demanderont votre avis. Hein. Ça correspond à un temps du développement personnel qui consiste à se connaître. C'est le détournement du connais-toi toi-même. 2e temps, il va falloir, une fois qu'on se connaît, il va falloir développer son estime et prendre conscience de qui on est, de nos qualités intrinsèques. Oser être soi-même, croire en soi, la clé d'une vie heureuse, l'estime de soi, l'affirmation de soi. Sur le papier, c'est intéressant, c'est même très positif. Et de toute manière, ça fait du bien à tout un tas de personnes, hein. C'est important de le souligner. Tout est question de proportion. Puis dans un 3e temps, ça va inviter, une fois qu'on se connaît soi, qu'on a appris à développer certaines de nos facultés, ça va inviter à un renouveau du rapport à l'autre, à des changements dans les relations avec l'autre. C'est pour ça qu'il faut cesser d'être gentil, il faut être vrai. Il faut parler vrai pour être soi-même et puis avec les autres. C'est important, bien sûr. Une petite conclusion partielle sur cette partie-là. Et là, je cite directement Valérie Brunet. Le projet du développement personnel, s'ouvrant sur une quête existentielle de soi, se prolonge par un projet gestionnaire. J'ai mis en gros parce que c'est vraiment important. Il s'agit de se connaître et de s'accepter pour s'améliorer, c'est-à-dire pour être plus efficace, performant, adapté. Cette quête de soi est donc profondément ambivalente entre humanisme, ça c'est indéniable qu'il y a une forme d'humanisme dedans, et utilitarisme. Les discours et pratiques psy, entre guillemets, en entreprise s'inscrivent sous le signe du paradoxe. Ils font l'éloge de la personne, la capacité à devenir libre et authentique, ceci pour mieux favoriser l'individu à ce que l'organisation attend de lui. Vous vous êtes amélioré, vous vous sentez mieux, vous êtes super productif maintenant. Il va falloir raccrocher le wagon du
se sentir mieux, le mieux-être, avec le wagon du « bah maintenant mon gars, tu vas bosser et puis tu vas faire du team building et puis tu vas adopter les valeurs de la société et puis tu vas venir à notre séminaire et puis on va tous aller ensemble faire un saut en parachute et puis on va trouver à quel point c'est cool et on va même faire des selfies et par les réseaux sociaux on va prolonger ton appartenance, il n'y aura plus cette coupure entre ton moi économique et ton moi privé ». Dans les universités américaines aujourd'hui, là je citerai les sources à l'appui dans le deuxième cours, les projets de contestation, de remise en cause de la société, enfin toutes les luttes qui ont, la lutte pour les droits civiques par exemple, la lutte pour l'égalité des sexes, tout ceci aujourd'hui est mis un petit peu de côté par le développement de soi. C'est Christopher Lasch, et ça c'est vraiment un auteur que j'ai redécouvert en préparant cette étude, qui met ceci en avant. En se centrant sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur nos émotions, sur notre mal-être, nous désertons le champ politique, le champ social. Nous laissons le terrain du mieux-être. Parce qu'un être humain, c'est le croisement de plusieurs influences. Nous sommes dans un pays en paix. Nous n'avons pas les mêmes a priori que les personnes qui vivaient sur ce territoire pendant l'occupation. Il y avait beaucoup moins de dépression pendant l'occupation. On pourrait expliquer pourquoi, on pourrait développer. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui se sentent mal se plaignent. Non. Mais de quoi se nourrit la plainte et de quoi se nourrit l'accompagnement? Qu'est-ce que nous regardons? Si nous nous centrons uniquement sur quelqu'un, si nous posons ce genre de questions du type « mais qu'est-ce que tu ferais si tu étais dégagé des obligations matérielles, si tu n'étais pas obligé de travailler. Tiens, imagine-toi avec de l'argent, imagine-toi... » Quelque part, pour beaucoup d'auteurs finalement, on est en train de nier la réalité événementielle, la réalité politique de notre époque. Et donc, nous nous fourvoyons dans ce que les fondateurs de Palo Alto ont appelé le syndrome d'utopie. J'insisterai dans le deuxième cours énormément, je sourcerai ce propos-là. C'est un point de vue... Ce que nous faisons là ici, ce que nous étudions en hypnose, ce que nous étudions en PNL, en développement personnel, c'est regardé de très près par les historiens, par les sociologues, par ceux qui regardent les choses d'un point de vue méta, d'un point de vue plus large. Et ils se posent beaucoup de questions sur ce qu'on fait. Ils se demandent même si... On peut se poser la question si on ne serait pas des apprentis sorciers. À partir du moment où nous recevons quelqu'un qui a un objectif, qu'est-ce que ça dit de nous, qu'est-ce que ça dit de l'état du monde lorsque nous souscrivons à cet objectif? Lorsque nous accompagnons quelqu'un, je pense par exemple à ces histoires de pause d'anneaux gastriques, d'anneaux hypnotiques, gastriques on dit, gastrique hypnotique. On se fonde sur quoi? On répond à quelle injonction? On satisfait qui? Ça, vous le savez, c'est des choses qu'on étudie dès les tout débuts des formations sérieuses en hypnose. Dans certaines formations, on va couper l'individu de son moi social, je ne sais pas comment définir cela, de son ça, de ses pulsions vitales, pour le connecter à quelque chose d'idéaliste. Et je reste très posé, très mesuré dans mes mots. Et ça a produit des effets très puissants. Si vous vous imaginez avec les anges, les licornes et les archanges dans les archétypes lumineux, c'est très beau. Ce sont des expériences à vivre et ça fait partie aussi sans doute des structures de notre esprit. Nous payons des factures, nous avons des patrons, nous avons des enfants qui sont dyslexiques par exemple. Nous gérons tout un tas de systèmes qui s'interpénètrent. À quoi nous répondons quand nous nous fondons, quand nous nous coulons dans les injonctions du développement personnel? Et justement, c'est un thérapeute que je salue ici, Mohamed Amar, qui m'a incité à poser cette question du syndrome d'utopie. Moi, ce que je vous invite à faire là, pendant quelques jours, pour ceux qui pratiquent ou pour ceux qui sont en train d'apprendre là, actuellement, ça va être de tester cette proposition de Palo Alto. C'est une proposition qui est reprise d'ailleurs par Nardone lorsqu'il aborde la question des régimes alimentaires et de leurs échecs retentissants.
Le syndrome d'utopie, c'est pour les auteurs de cette idée-là, une ambition, un ensemble d'ambitions ésotériques qui consisterait à atteindre un monde sans problème et à vivre en permanence dans une forme d'extase émerveillée. Je ne vous ai pas parlé de l'expérience, d'une expérience d'un électricien anglais qui avait choisi dans les années 90 de vivre Noël tous les jours. Il a fêté Noël tous les jours pendant 1 an. Le type a fini en dépression totale. Le type, ça avait l'air important hein, pour lui Noël et ben voilà, le désir appelle le désir hein, tout simplement. Pour résumer, un gros résumé, hein, je vous invite vraiment. Je mets la référence après. Pour résumer, le syndrome d'utopie consiste en ceci. Il faut croire en notre utopie, en notre objectif, en notre bonheur pour qu'on puisse l'atteindre. Si vous ne croyez pas, ça ne marchera pas. Vous êtes ce que vous pensez, vous émettez ce que vous pensez. Franchement, parmi tous les coachs, parmi tous les tenants du développement personnel, parmi tous les préparateurs mentaux, qui s'est posé la question d'où ça venait cette idée que nous émettons ce que nous pensons, que nous allons recevoir. D'où ça vient? Alors, on va souvent avoir cette idée de c'est quantique. C'est quantique, bien sûr. Moi, franchement, j'ai lu un certain nombre de bouquins du développement personnel. J'ai même été séduit moi-même, hein, je ne vais pas jeter la pierre. À certains moments, même, ça a pu me faire du bien aussi. Mais très souvent, on va emmener des gens dans le mur avec ce genre de choses. Hein. En gros, si nous échouons dans la réalisation de notre objectif, si nous n'y arrivons pas, c'est qu'on n'a pas assez essayé. Donc, il faut continuer. C'est tout. Ça ne marche pas? Fais-en plus. Ça ne marche toujours pas? Tu n'as pas fait assez. Voilà. Et globalement, il y a la possibilité d'arriver à une solution définitive, totale. Avec le développement des GAFA actuellement, vous savez, Google, Apple, etc., on a de plus en plus mis en avant le paradigme solutionniste. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est de chercher une solution définitive et totale. Allez, je vais me lâcher un petit peu, on est entre nous. Au pire, Cyril, tu vas couper. J'ai un message pour toi, ami qui poste sur Facebook régulièrement ce type de demande. Je vais recevoir un tel pour X problème. Arrêt de tabac, timidité, incontinence. Est-ce que vous avez un protocole? Est-ce que vous avez une technique? Et chacun y va de sa proposition. Je ne suis pas là pour jeter la pierre à ces gens-là, mais pourquoi vous faites une anamnèse alors? Pourquoi vous posez des questions si vous avez déjà un protocole tout fait? Faites des MP3, ce sera beaucoup plus simple. Et le pire, c'est que parfois, ça va marcher. Ça va marcher. Vous tombez sur quelqu'un qui a un métaprogramme global, créatif, en ref interne, entrée sur vous. Ça va fonctionner. Ça peut fonctionner. C'est génial. C'est super. Il ne faut pas s'en priver d'ailleurs. Mais globalement, moi, ce que je teste en ce moment dans ma pratique, ça va être de voir quand un objectif n'est pas atteint tout de suite. Bon, moi, je travaille plus trop vraiment par objectif, je vous avoue, mais de vérifier si, quand une personne cherche à faire quelque chose, et elle est déjà venue, elle a déjà essayé des choses, elle a déjà essayé d'arrêter de fumer, elle a déjà essayé de sortir de sa dépression, elle a déjà essayé de communiquer autrement, de gérer sa colère. Écoute ta colère, j'ai envie de dire, de l'autre côté de la caméra. Il faut l'écouter, c'est important, la colère. On en parlera ça après, justement, la colère. Qu'est-ce qui se joue? Souvent, nous allons rencontrer des personnes qui sont dans une idée d'un sentiment d'impuissance. Donc, elles viennent voir quelqu'un. Elles vont consulter un spécialiste. C'est nous. Financièrement, c'est bien pour nous. Mais humainement, ça peut poser problème. C'est ce qui est appelé justement le syndrome d'utopie avec une origine introjectée. La personne qui cherche à atteindre le problème va se voir comme fautive. C'est ma faute, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez bien. C'est quelque chose que vous allez retrouver énormément par des personnes qui ont fait tout un parcours dans le monde du développement personnel. J'y arrive pas. J'arrive pas à me sentir assez bien. J'arrive pas au Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'était pour empêcher les règlements de compte lors des viols intertribaux. Ambiance, hein.
Voilà. Il y a des personnes qui vont s'en vouloir de ne pas atteindre un idéal de perfection de soi. Donc les auteurs du syndrome d'utopie avertissaient des risques, dépression, suicide, entre autres choses. Deuxième option, l'option projective. Alors là, on est dans le missionnarisme, il faut répandre le message de la vérité. Et là, c'est plutôt dans la posture du thérapeute, en fait, qu'il est invité à une certaine réflexion. L'échec, ça vient de l'autre. Il n'est pas assez motivé, il n'est pas assez impliqué, il n'a pas bien écouté. En fait, moi, je vous conseille, si vous voulez bien vous sentir, de prendre cette option-là. C'est l'autre qui n'est pas assez engagé, qui n'est pas assez motivé. C'est l'autre qui... Il ne veut pas, hein. Il est dans la résistance, vous savez, cette fameuse résistance. Ou alors, c'est pas lui, c'est pas vous non plus en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute. C'est la faute à la société. Voilà. Et puis vous avez, troisième façon, temporisation. Eh oui, mais le changement, c'est une façon de se connaître. Moi, j'ai mis une boîte Baba Cool. Bon. L'important, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Ça prendra le temps dont ça a besoin. Vous verrez tout un tas de personnes qui vont vous dire qu'elles ont du mal à quitter un autre thérapeute qu'elles voient à côté et que ça fait des années qu'elles cherchent et qu'elles en sont toujours au même point. Et c'est pas grave. Et c'est une autre façon de voir le monde et elle doit être aussi accueillie, cette façon de percevoir les choses. Bref, on va conclure, je pense que j'ai un petit peu débordé. C'était Freud qui notait dans Le malaise dans la culture que notre investigation sur le bonheur ne nous a pas jusqu'ici enseigné grand-chose qui ne soit déjà connu. Ah oui, l'être humain traverse des crises, l'être humain est confronté à des maladies, à des épidémies, à des catastrophes. Ce qui est intéressant dans ce livre, Le malaise dans la culture, qui se lit très bien, hein, c'est pas du tout jargonnant, c'est que Freud pose justement cette idée que la manière dont nous sommes éduqués, la manière dont la culture nous structure, c'est une origine de nos demandes, c'est une origine de nos maux, de notre mal-être. Et que d'un contexte culturel à un autre, ce qui pourrait être perçu comme un problème ne le sera pas. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à proposer dans cette étude. Mon point de vue est assez subjectif finalement, je me rends compte en vous écoutant. Mais c'est juste une invitation à vous faire réfléchir et à ce que nous échangions, parce que moi je n'ai pas de vérité par rapport à ça, sur les présupposés sociaux, sur les attendus de notre époque, sur les attentes qu'on projette aussi sur notre métier, sur notre place dans la cité tout simplement. Les demandes des personnes que nous allons accompagner s'ancrent sur un socle culturel, sur un socle social. Et vous verrez d'ailleurs, il y a des choses intéressantes, juste en bougeant, hein, à un moment donné j'avais un cabinet sur Paris, un cabinet en banlieue, et j'avais pas les mêmes demandes, et j'avais pas la même façon d'accompagner les gens en transe, j'avais pas du tout le même type de rapport à la souffrance, à la douleur, à l'imaginaire aussi. Bref, pour terminer, qu'est-ce que ça dit de l'état du monde actuel, notre aspiration au mieux-être? Et j'ai pas de réponse directe à vous proposer. Petit teasing pour la prochaine fois. Là, on va rentrer dans... on va essayer de faire le lien avec les cours d'hypnologie sur la construction de l'identité. On verra que justement les a priori oscillent entre des a priori individuels, des a priori collectifs, et puis de potentiels conflits dans la construction de la personnalité. Je ne vous en dis pas plus pour terminer. Et puis le mot de la fin pour montrer que finalement un a priori du mieux-être, c'est toujours très culturel. Conan, qui aurait pu parler pour les rois barbares. Conan, qu'a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Voilà, c'était pour montrer quel genre de séance d'hypnose vous auriez fait avec Conan le barbare. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est pour la prochaine fois. Sur Conan le barbare, y a-t-il une... Oui. Il y a un protocole. Ouais.
c'était le mot de la fin.